Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors le marquis Louis de Salgues de Lescure est une famille originaire de la région albigeoise qui n'avait aucun lien au départ avec la Vendée. Et donc Lescure est issu d'une famille désargentée pendant l'Ancien Régime. Et lui, il va s'engager très tôt dans l'armée royale. Il va servir dans la cavalerie, dans le régiment du Royal Piémont. Et comme beaucoup de nobles, lui aussi, il refuse de servir à la Révolution. Pendant les dernières années d'Ancien Régime, il a épousé la fille du marquis de Donissan, Victoire de Donissan, donc qui devient son épouse, Madame de Lescure, et qui va faire parler d'elle pendant les guerres de Vendée. On y reviendra. Et donc Lescure va émigrer à Coblence, comme la plupart de ceux qui refusaient la Révolution française, qui refusaient de servir le nouveau régime. Il va y rester peu de temps en raison de l'inaction qui régnait sur place. Et il va rejoindre Paris. Et Lescure avait pour cousin un certain Henri de la Roche-Jacquelin. Donc ils se côtoyaient régulièrement. Henri de la Roche-Jacquelin, à ce moment-là, était un jeune officier dans l'armée royale, dans la garde constitutionnelle du roi Louis XVI, aux Tuileries. Et lors des événements des Tuileries, le 10 août 1792, M. Henri va participer à la défense des Tuileries, mais Lescure, lui, n'était pas arrivé à temps. Il n'a pas réussi à rentrer dans le palais, parce qu'il était cerné par les sans-culottes. Le palais, il n'a pas pu participer à sa défense. Il retrouve malgré tout son cousin, M. Henri, et ils réussissent à quitter Paris grâce à Dautichamp, qui est un autre chef vendéen qui va faire parler de lui. Ils vont se cacher chez Dautichamp, et à l'aide d'une connaissance qu'ils ont, qui sert parmi les Républicains, ils vont réussir à obtenir de faux passeports pour pouvoir quitter Paris, puisqu'il faut s'imaginer qu'à la suite de la journée insurrectionnelle du 10 août, Paris était complètement, les portes de Paris étaient fermées, on ne pouvait plus sortir ni rentrer sans passeport. Donc ils réussissent malgré tout, après bien des mésaventures, à quitter Paris et à rejoindre le Bas-Poitou. Et Lescure va héberger son cousin, M. Henri, au château de Clisson. Alors c'est Clisson dans Deux-Sèvres, c'est près de Bressuire, sur la commune de Boismé. Et ils vont passer tout l'hiver 1792-1793 en attendant des jours meilleurs. Alors en avril 1793, M. Henri va rejoindre l'insurrection vendéenne. On est un mois après le début du soulèvement vendéen. Pourquoi? Parce qu'en Deux-Sèvres, il y a un petit peu de retard par rapport au reste de l'insurrection, puisque la conscription n'intervient qu'au mois d'avril 1793, contrairement aux autres endroits, donc en Vendée et dans les Mauges, où c'est intervenu dès le début du mois de mars. Il y a donc cette conscription qui intervient plus tardivement, mais il y a aussi le fait que les Deux-Sèvres avaient été une région qui s'était révoltée dès août 1792, à la suite de la prise des Tuileries. La région de Bressuire, le Bressuirais, s'était révolté. On appelle ça la révolte de la Saint-Louis, parce que c'était intervenu le 25 août, autour du 25 août 1792. Sauf que l'insurrection va être matée dans le sang, va être très vite réprimée au bout de quelques jours.
une répression très, très sanglante. Et donc ça va marquer les esprits dans les Deux-Sèvres. C'est pour cela qu'ils ne vont pas s'insurger tout de suite en mars 1793, qu'ils vont attendre un petit peu. Dans la répression des insurgés de la Saint-Louis, eh bien, il y a cet épisode qui marque les consciences où les gendarmes se parent de colliers, d'oreilles et de nez d'insurgés qu'ils ont coupés. Donc ça marque le pays. Et donc c'est pour cela que les gens sont plutôt sceptiques au départ à rejoindre l'insurrection. Mais c'est Monsieur Henri donc, qui décide, qui a 20 ans à ce moment-là, qui décide de rejoindre l'insurrection. Mais Lescure, qui à ce moment-là est marié, et donc avec Mademoiselle de Denissan, eh bien, il décide de rester à Clisson pour rester veillé sur sa famille et sur leurs jeunes enfants. Sauf que l'entrée en guerre de Monsieur Henri les menace, en fait, puisqu'ils sont arrêtés donc, quelques jours après. Ils sont emmenés à Bressuire, prisonniers. Le général républicain qui commande s'appelle Pierre Quétineau. C'est un général républicain qui est de la région et qui est beaucoup plus modéré que d'autres. Et il va, dit-on, oublier les prisonniers à Bressuire quand Quétineau va être obligé d'évacuer Bressuire, puisque Bressuire est menacée par les Vendéens. En fait, il a laissé Lescure pour qu'il soit libéré, parce qu'il ne voulait pas, il ne l'aurait sans doute pas fusillé. Donc il a fait exprès de l'oublier dans les geôles de Bressuire pour qu'il soit libéré. Et c'est Monsieur Henri donc, qui va libérer son cousin Lescure, donc, qui était enfermé donc, avec son épouse Mademoiselle de Denissan. Parmi les autres chefs qui sont libérés, qui étaient aussi dans les geôles de Bressuire, on a Marigny, qui va faire parler de lui aussi, qui va commander l'artillerie vendéenne. Et il y a également le beau-père de Lescure, Monsieur de Denissan, le marquis de Denissan, qui va avoir aussi un grand rôle parce qu'il va commander, alors il ne va pas commander sur place, il ne va pas être sur le terrain, mais il va commander le Conseil supérieur vendéen, qui était un petit peu l'état-major vendéen, puisqu'il était beaucoup plus âgé, donc en raison de son âge vénérable, il commandait le Conseil supérieur vendéen. Et donc on est début mai 1793, et c'est à partir de là donc, que Lescure devient l'un des chefs vendéens. Donc il participe à la plupart des combats. Dès la bataille de Thouars, quelques jours après, il joue un grand rôle. Pour ceux qui connaissent Thouars, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le pont des Chouans, à l'époque ça s'appelait le pont de Vrine, qui enjambe le Thouet, qui est un pont stratégique. C'était un petit peu le pont d'Arcole pour les Vendéens au moment de la prise de Thouars, puisque Lescure s'est distingué lors de la prise de ce pont, où il a chargé le pont à la tête de ses hommes, et il a été ensuite soutenu par Monsieur Henri. Et donc, donc les deux cousins en fait, jouent un rôle décisif dans la prise de la ville. Il y a la bataille de Fontenay-le-Peuple à l'époque, l'actuelle Fontenay-le-Comte, qui était la préfecture de la Vendée. Lescure y joue un grand rôle puisqu'il y a un épisode célèbre où lors de l'attaque en fait, des Vendéens, au moment de charger, les Vendéens croisent au détour d'un chemin creux, ils croisent un calvaire. Alors qu'on est en pleine bataille, un grand nombre de Vendéens s'assemblent autour de ce calvaire pour prier Dieu. Et il y a un officier vendéen qui s'appelle Laville-Beaugé qui dit aux Vendéens de se ressaisir en disant que ce n'est pas le moment de prier. Et Lescure intervient et leur dit « Laissez-les prier Dieu, ils ne s'en battront que mieux après ». Puisque Lescure était animé d'une grande piété, il était connu sous l'Ancien Régime pour être à la fois d'une grande piété mais aussi d'une grande érudition. C'était un intellectuel, il parlait plusieurs langues, c'était un fin lettré. Et donc il était connu, sa dévotion était si connue qu'on le surnomma le Saint du Poitou. Donc ça fait le pendant de Catinot qui était surnommé le Saint de l'Anjou. Lescure, c'était le Saint du Poitou. Alors Lescure, oui, il a participé donc à la plupart des combats. Il était notamment en contact avec Charette, donc c'est par son entremise que Charette était intervenu dans plusieurs batailles. Alors, malheureusement pas toujours très heureuse, que ce soit à Nantes ou à Luçon. Mais Lescure a joué un grand rôle aux côtés de Charette lors de la bataille de Torfou. Et ensuite, à la veille de la bataille de Cholet, il y a un combat au château de la Tremblay, un château qui est près de Cholet. C'est le 15 octobre 1793. Lescure commande ses hommes. Il va être grièvement blessé au front, aux tempes, lors de ce combat. Et il va être donc grièvement blessé. À partir de là, il ne pourra plus combattre et il ne participera pas donc, à la bataille décisive de Cholet 2 jours plus tard. Il va être en convalescence, il va traverser la Loire au moment du début de la virée de Galerne. Et c'est lui qui pousse les autres chefs vendéens, qui sont désemparés à la suite de la mort de Bonchamp, et Lescure, qui était le généralissime, qui était blessé et donc qui a été transporté vers Noirmoutier. Les chefs vendéens ont besoin de se trouver un nouveau généralissime. Et c'est Lescure qui les pousse
a nommé son jeune cousin, M. Henri de la Rochjacquelin, qui vient juste d'avoir 21 ans. Donc Lescure est convalescent, mais sa santé s'améliore. Désormais, Lescure ne participera plus directement au combat, mais par exemple à la bataille de Laval, au moment de la virée de Galerne, il va soutenir le moral des Vendéens en les encourageant depuis la fenêtre de la maison où il était en convalescence. Malgré tout, sa santé décline, il est atteint de la gangrène et c'est au cours de son transfert de Laval vers Fougères, il est transporté en voiture et donc le chaos de la route n'améliore pas son état et c'est en ouvrant la voiture, en arrivant à Fougères, qu'on retrouve son corps mort. Il est mort pendant le voyage. Et donc il y a tout un mystère qui plane sur la dépouille de Lescure. On ne sait pas véritablement où il était enterré. Il y a eu plusieurs supputations. Certains historiens considèrent qu'il était enterré sous l'église de Saint-Léonard de Fougères. On n'en a pas la preuve directement. Donc il y a tout un mystère autour de la sépulture de Lescure. Alors après, pour la postérité, c'est son épouse surtout qui est connue, Madame de Lescure, puisqu'elle a été une des premières personnes à écrire sur les guerres de Vendée, à écrire des mémoires sur les guerres de Vendée, puisqu'elle a été directement liée au combat. Et en fait, elle est plus connue sous son deuxième nom, le nom de son deuxième mari, Madame de la Rochjacquelin, puisqu'elle va épouser Louis de la Rochjacquelin, qui est le frère cadet de M. Henri. Et elle vouait une admiration pour M. Henri, et on pense que ce n'était pas étranger au fait d'avoir épousé Louis de la Rochjacquelin. Donc en 1802, quelques années après les guerres de Vendée, qu'elle épouse Louis. Ils vont avoir une nombreuse descendance qui va perpétuer un temps le nom de la Rochjacquelin. Et donc ces mémoires de la marquise de la Rochjacquelin, qui vont être écrits pendant la période de l'Empire, vont être publiés en 1814. Et c'est vraiment ces mémoires qui vont faire connaître véritablement les guerres de Vendée à travers la France, mais aussi à travers les cours d'Europe. À travers l'Europe, on connaît les guerres de Vendée par les mémoires de la marquise de la Rochjacquelin. Et d'ailleurs, on peut signaler cette anecdote. Un des enfants de la marquise de la Rochjacquelin, qui s'appelle Henri de la Rochjacquelin, ça ne s'invente pas, qui lui deviendra député et sénateur au XIXe siècle, va recevoir d'officiers prussiens, au moment de la Restauration, il y a une occupation des armées alliées, et dont les Prussiens. Et des officiers prussiens ont lu les mémoires de la marquise de la Rochjacquelin. Ils ont été tellement enthousiasmés par ce qu'ils ont lu qu'ils ont décidé d'offrir une épée, une magnifique épée, au fils de la marquise de la Rochjacquelin. Donc cette épée est d'or, avec d'un côté on a une Jeanne d'Arc, un Saint-Louis, et sur la lame de l'épée, on retrouve les noms des batailles où M. Henri de la Rochjacquelin s'est illustré. Donc ça montre véritablement que Madame de la Rochjacquelin, veuve de Lescure, a joué un rôle vraiment important pour faire connaître ces guerres de Vendée à travers le XIXe siècle. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!